La primauté, c'est le principe qui permet à l'Europe de dire que son droit prime la souveraineté des États. Ça veut dire, en gros, les traités sont supérieurs à notre constitution, à nos lois, etc. C'est la raison d'être du conflit des agriculteurs qui disent les directives, on n'en veut pas, sauf que l'Europe dit vous allez tout manger ou rien du tout. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de notre application et également, je m'adresse aussi aux lecteurs du magazine Omerta pour vous rappeler que le dernier numéro est toujours en kiosque dans 5000 points de vente, antimondialistes, les patriotes à la reconquête de l'Europe. Donc si vous ne l'avez pas, allez l'acheter. Voilà. Merci d'être fidèle à ce nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Guilain Benessa. Bonjour Guilain. Bonjour. Vous étiez déjà venu, je crois, il y a un petit moment, à l'époque où il y avait l'émission d'André Berkoff. Exact. Et on a fait une autre émission ensemble et je commence par ça. C'est vrai. J'avais annoncé chez vous. Et Régis, vous avez eu un petit sourire parce que vous étiez un peu ironique. J'avais dit ici, au lendemain des Européennes, avant les Européennes, que si jamais Macron devait subir un mauvais score, il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Vous avez été visionnaire. Oui, j'étais un des rares à dire ça, mais c'était vraiment un peu une entourloupe non, c'était une sortie. Mais vous avez apporté le malheur à notre pays parce que depuis ce fameux 9 juin, c'est quand même, on est bloqué. Oui. Hein. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Alors, écoutez, merci de me rappeler, en fait, ces épisodes qui se sont passés ici, chez Omerta. Guilain, je rappelle, vous êtes docteur en droit, avocat, enseignant à l'Université de Strasbourg. Vous êtes très prolifique en livres, je vais en citer 2, et je vais parler du dernier. Le totem de l'état de droit, comment faire taire le peuple, voilà. Et je vous montre le dernier, aux éditions de l'Artilleur, Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. Alors, quand on pense Union européenne depuis quelque temps, depuis un petit moment, il y a une personnalité qui émerge, elle efface toutes les autres, elle cristallise l'animosité, elle accumule d'ailleurs les critiques sur sa tête. Il s'agit d'Ursula von der Leyen. Vous dites qu'elle n'est pas la seule coupable et vous allez ausculter la machine, c'est bien ça ? Exactement. En fait, elle est le visage médiatique, elle est le visage presque pratique en fait des soubresauts et de l'omnipotence européenne depuis tellement de temps. Elle a quelque chose de tyrannique. Il y a une histoire de corruption. Je crois même que Kaja Kallas l'a à moitié traité de dictateur. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas longtemps. Pourtant, elle a une façon. C'est une de ses lieutenantes. Exactement. Voilà. Mais elle a une façon très opaque en plus de diriger la commission, etc. Le problème, c'est que ce narratif-là, et je dis ça à dessein, c'est un narratif qui évidemment permet d'attaquer Ursula von der Leyen, mais c'est en même temps le narratif qui, à mon avis, évacue complètement le fond de l'affaire, qui est que si la Commission a tellement de pouvoir, et si la Commission décide, et si la Commission, par exemple, aujourd'hui nous entraîne avec cette histoire de Mercosur, avec la révolte des agriculteurs, etc., c'est parce que la Commission détient un pouvoir. Ce pouvoir, c'est un pouvoir juridique. Parce que le problème est là, c'est que tout vient du droit et qu'en réalité, ce droit-là, cette espèce de bécane juridique a été conçu par des hommes dont on n'a jamais entendu parler et qui ont mis en place la structure qui permettent aux institutions, en premier lieu la Commission, de décider et après d'orienter et de faire. Oui. Et le problème, c'est que l'Europe, c'est en gros, je suis un peu caricatural, mais c'est une sorte de gigantesque machine juridique dont on ne comprend rien. Parce que d'une part, c'est d'une complexité invraisemblable, et d'autre part, parce que dès que vous parlez normes aux gens, droits, etc., les gens ont l'impression que c'est incompréhensible, ce qui fait qu'au fond, le visage d'Ursula, il est d'autant plus pratique à conserver qu'elle représente quelque chose, alors que derrière, on ne sait rien de l'armée européenne de ces 70 dernières années. Alors, on parle souvent de technostructure ou de superstructure européenne, effectivement très complexe, dans laquelle le peuple ne s'y reconnaît pas. Enfin, en tout cas, le peuple a toujours eu du mal à aimer cette Europe-là. D'ailleurs, on voit que les élections européennes, si on les suit depuis très longtemps, sont l'objet d'un défouloir, d'ailleurs faisant la part belle aux partis anti-européens, quand on regarde assez souvent. Il y a quand même ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous dites que derrière tout ça, il y a un plan.
vous allez même presque jusqu'à dire un complot. Alors, j'ai retrouvé un livre il y a quelques années, écrit par Philippe de Villiers, qui avait publié ce livre intitulé « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », et c'était sur la genèse de la construction européenne. Est-ce que vous aussi, vous avez eu le sentiment de tirer sur le fil et de découvrir un monde, quoi? Ah, complètement. Alors j'ai lu le livre de Philippe de Villiers à l'époque, qui était très éclairant. J'ai lu aussi les travaux de divers auteurs qui ont travaillé sur ces sujets en montrant qu'il y avait des origines un peu diaboliques, en tout cas très discutables à la construction européenne. Par contre, j'ai aussi constaté qu'on s'attarde très souvent sur des figures de proue, les quelques-uns, comme par exemple Walter Hallstein, l'ancien président de la Commission européenne, qui était un ex-militant nazi, membre de plusieurs associations nationales socialistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, moi, ce que j'ai découvert, au fil de mes lectures, j'ai découvert des visages de juristes, pour certains parfaitement odieux, et qui avaient joué un rôle majeur. Mais quand je dis majeur, c'est majeur, absolument majeur, dans la mesure où, et c'est ça, pour moi, c'est ça la ruse suprême de la construction européenne, c'est que Monnet a construit la machine, si vous voulez, le plan. Il a une grande idée, mais il ne savait absolument rien faire lui-même. C'est un affairiste qui ne connaît strictement rien au droit et qui a eu besoin de juristes spécialisés pour faire tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à ces petits hommes, pour moi les vrais maîtres de la construction européenne, qui sont tous ces juristes qui ont usiné les concepts, les instruments, qui ont rendu les jugements, etc., qui permettent aujourd'hui de dire, vous savez, à chaque fois, on ne peut rien faire sur l'immigration, on ne peut rien faire sur l'agriculture, on ne peut rien faire sur tout un tas de sujets, parce qu'à chaque fois on dit, attention, on va se faire taper sur les doigts par le gendarme européen, on va être sanctionné par les fameux juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Si cette cour n'avait pas existé, j'ai retrouvé une superbe citation d'un émissaire américain dans les premiers temps, parce qu'on va certainement parler de toute une mainmise américaine qui dit la chose suivante, c'est que le Maurice Lagrange, on va en parler, qui est le juriste en chef de Monnet. Vous le ressuscitez, en fait. Il dit la chose suivante, cet émissaire américain, il dit « Si Lagrange n'avait pas existé, peut-être que l'Europe serait restée un tigre de papier ». Ça veut dire qu'en fait, il avait fallu que quelqu'un mette le doigt juridique pour donner ce pouvoir que la Commission a aujourd'hui. Alors, qui est Maurice Lagrange? Alors, ça c'est une histoire incroyable. Sur le fond, c'est incroyable. Maurice Lagrange, moi aussi, je l'ai découvert. Alors, je vous dis tout de suite, moi j'ai quand même fait j'ai mon doctorat en droit, je fais mes études, c'est des sujets qui me passionnent, etc. J'ai plusieurs livres. Je n'avais jamais entendu parler de Maurice Lagrange. Et au début, on se dit, bon, vous savez, on découvre, on lit un peu, et on se dit, tiens, c'est marrant, ce nom revient à plusieurs reprises. Et en fait, Maurice Lagrange, une histoire incroyable. Il est juriste au Conseil d'État, donc le parfait juriste français, d'accord, classique, etc. Et un jour, il reçoit un coup de fil à la maison. Il était dîné avec sa table, il dîne à table avec sa femme, et il reçoit un coup de fil d'un émissaire de Jean Monnet qui lui dit Monsieur Monnet, je pense plutôt, veut te voir. Merci de rappliquer au commissariat au plan, là où Monnet bossait sur l'Europe. Sauf qu'on ne savait pas vraiment à l'époque, Monnet peut-être, mais tous non, c'est qui était-il avant d'aller au service de Monnet et avant de fabriquer ce droit au service du projet de Monnet. Lagrange, donc juriste hors pair, en 39-40, la guerre éclate, et évidemment, la France est occupée, enfin une partie de la France est occupée, et Maurice Lagrange reste en place. C'est évidemment pas un résistant, il est ravi d'être là-dedans pour une raison simple, c'est qu'il adhère totalement à la Révolution nationale et à Pétain, donc il reste en place, et il va devenir littéralement le maître d'œuvre du statut des Juifs et de la grande loi de Vichy sur la question, et il va œuvrer pour préciser les conditions d'application du statut des Juifs en France sous Vichy. Ah oui. Et alors là où en plus c'est l'étape d'après, ou c'est le petit chromatisme de plus, c'est qu'en plus Maurice Lagrange reprochera en réunion, on retrouve un peu le verbatim, etc. de ces réunions-là, il reproche à Pétain de ne pas aller assez loin dans l'exclusion des Juifs. Incroyable. Il souhaite qu'il n'y ait même pas la moindre secrétaire d'une petite préfecture, parce que juive, devrait automatiquement être exclue de la fonction publique. Oui. Et cet homme-là va donc être un pétainiste bien zélé. La fin de la guerre survient, et la libération, etc. Il passe entre les gouttes, il ment à diverses commissions, et il va être rattrapé par les Américains qui vont demander à ce vieil antisémite de dénazifier la fonction publique allemande, à sortir de la guerre. Ouais. Et c'est comme ça que par la suite, il se refait une vertu. Il se refait une vertu, on l'oublie un peu, il bosse pour les Américains. Et alors là, il y a deux hypothèses, on ne sait pas trop comment. Soit un membre du Conseil d'État a contacté Monnet pour lui dire « c'est un bon juriste, tu devrais bosser avec lui », ou alors
Les Américains ont dit eux-mêmes à Monnet, on a un type qui est pas mal, tu devrais le prendre avec toi pour façonner ton rêve d'Europe et surtout mettre en place le droit et la cour de justice de cette Europe naissante. Ce qui est très intéressant, on va revenir sur la genèse, mais vous avez évoqué la question de l'option que ce soit les États-Unis qui aient désigné cette personne à Monnet. Là, je vais citer un autre livre qui est justement qui met en avant l'influence des États-Unis dans les origines de l'Union. C'est Éric Branca, dans son livre L'ami américain, qui rappelle la proximité de Monnet et de Schuman avec Roosevelt, que ce sont des gens qui sont dans les bagages presque des Américains. Et ça, quand on apprenait, nous, quand on était jeunes, l'Europe, Jean Monnet, père de l'Europe, on avait presque l'impression qu'il nous redonnait notre fierté face au reste du monde et à l'après-guerre, à une France anéantie par la défaite de 40. Complètement. Jean Monnet... On nous a menti sur Monnet. On nous a tellement menti sur Monnet. Aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs les chiffres quand je faisais mon bouquin. Je crois que c'est le nom de famille le plus donné en France aux établissements scolaires, etc. Oui. Jean Monnet, en tout cas un des premiers choisis. Je crois qu'il est même devant De Gaulle, etc. Et tout un tas de grandes figures. De Gaulle, c'est plus les boulevards avec Leclerc. Certainement. Alors, il y a des lycées Péguy, il y a des lycées Victor Hugo, il y a tout ce qu'on veut. Mais Monnet est dans le trio de tête sans aucune difficulté. Et Monnet, en fait, fait l'objet d'une espèce de révérence totale, incroyable d'ailleurs. Et le problème de Monnet, il y a tellement de problèmes avec Jean Monnet. D'une part, Éric Branca le rappelle si bien qu'il était l'émissaire, qu'en fait, il a menti même au gouvernement français pour favoriser les intérêts américains au sortir de la guerre, enfin, préparation du plan Marshall, relation avec De Gaulle en France. Il a joué un rôle très trouble, presque d'agent double, en fait, entre les Américains et les Français. Et en fait, le problème de Monnet, en plus de cela, c'est que son tropisme américain lui fait avoir une fascination pour les institutions américaines. Donc, il demande aux Américains, en quelque sorte, de l'aider, si je puis dire. À faire les États-Unis d'Europe. À faire les États-Unis d'Europe. Ce qui donne. Alors, enfin, pas tout à fait, quand même, parce que les Américains voient plus l'Europe comme un marché que comme une manière, d'ailleurs, de juguler les souverainetés. Si je suis dans le projet européen, de faire en sorte qu'il n'y ait plus l'Allemagne qui domine ou qu'il n'y ait plus la France qui domine. Ils essayent de gommer tout ça et c'est De Gaulle qui va être leur problème. Alors, c'est pas faux, mais précisons tout de même qu'il y a des travaux de juristes américains dont se servent les juristes français pour penser les fondations de l'Europe fédérale. C'est-à-dire qu'il y a des juristes, on les contacte directement. Alors évidemment, je ne dis pas qu'ils sont là partout, mais quand on sait que la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui fait commencer la grande construction européenne, cette déclaration-là, et ça je le rappelle dans le bouquin, De Villiers et Branca, me semble-t-il, en parlent, mais c'est incroyable. C'est quand même que cette déclaration-là a été rédigée par quelques personnes dans le bureau de Monnet, sous l'égide de Monnet, et que les seuls qui ont vu le projet avant qu'il ne soit finalement lancé ce 9 mai, c'est les Américains, en sourdine, qui étaient au courant de ce qui se passait. Vaguement, le chancelier allemand 24 heures avant le 9 mai, et les parlementaires français et les autres ne savaient rien du tout. Ça veut dire que c'est un petit cénacle avec Monnet qui ont conçu ça en catastrophe. C'est 3 personnes en fait. C'est Monnet, Houry et Reuter, Paul Reuter, un autre juriste, et M. Hirsch aussi, j'en parle à un autre moment. Ce petit cénacle, Émile Hirsch et les autres, font ce travail sous l'égide des Américains, et ça lance les bases de la construction européenne. La seule chose qui leur manquait souvent, c'est la question du droit, pour tout un tas de raisons, et c'est là où Lagrange va se fixer sur le projet avec une compétence particulière. C'est à lui la charge qu'on lui donne de rédiger les statuts de la Cour de justice et de ce qu'est finalement cette Cour qui va avoir un impact absolument décisif sur la fabrication de la puissance européenne. Aujourd'hui, cette cour, d'ailleurs on le voit, est souvent dévoyée, c'est-à-dire qu'il ne reste de l'intention d'origine, si tant est qu'elle ait été pure, pas grand-chose. Je pense en particulier à la CEDH, qui sert à maintenir des personnes en situation irrégulière dans les pays, c'est-à-dire au nom de la protection. Au départ, ça avait été conçu pour les dissidents soviétiques, et aujourd'hui, ça permet aux gens sous OQTF de rester dans les pays. Exactement. Alors en fait, on a 2 cours qui s'auto-alimentent, 2 juges qui s'auto-alimentent depuis maintenant très longtemps. C'est d'une part la Cour de l'Union européenne, la fameuse CJUE, celle dont je parle dans mon bouquin, et en parallèle, c'est une espèce de cousine éloignée, si je puis dire, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Toutes les 2 s'interpénètrent, c'est-à-dire que la jurisprudence de l'une nourrit un peu la jurisprudence de l'autre. Ce qui fait que souvent, d'ailleurs, ça me permet une précision, quand on me dit on va tout régler avec tel juge si on ne touche pas à l'autre, c'est impossible. Parce que tout ça s'interpénètre dans un carcan. Et je précise tout de suite, c'est ça
la folie ambiante à l'époque, c'est que vu que tout ce petit monde d'européistes qui circulent tous autour du comité d'action Jean Monnet, autour des mouvements européens, autour de certains mouvements internationalistes, etc., tout ce petit cénacle va fabriquer ces institutions en se connaissant. Ce qui fait qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que l'objectif de ce livre est de... Vraiment, il y a pour moi deux objectifs. C'est d'une part qu'on sache identifier qui ces gens sont, parce que sinon on se dit il y a des droits, il y a des normes, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et deuxième élément, par-delà uniquement les identifier, se rendre compte qu'il y a un bain, il y a un bain global dans lequel tous baignent. Ce bain, il les touche tous, ils y sont favorables à 1000%, et ils vont consciemment, en tout état de cause, en toute connaissance de cause, mettre en place un projet pour flinguer littéralement la souveraineté des États en toute connaissance de cause, favoriser la technocratie et voir apparaître le seul véritable chevalier blanc contre eux qui va se dresser, qui est le général de Gaulle, durant une dizaine d'années, avec quand même des éléments manquants de l'équation, mais tout de même, c'est leur bête noire. Pourquoi de Gaulle, qui est la bête noire des Américains, et je recite encore Éric Branca dans L'Ami américain, qui raconte que tout a été fait, mais même avant la construction européenne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains misent sur Giraud, les Américains, Roosevelt écrit à Pétain, mon très cher ami. Les Américains ont même ce projet complètement hallucinant de reprendre Laval à la fin de la guerre, et ils ne peuvent pas le faire parce que les Allemands l'embarquent à Sigmaringen. Et le fameux mot de Monnet qui demande à Roosevelt, qui lui explique qu'il serait plus simple de liquider le général de Gaulle pour la suite. Donc, Et les mêmes Américains qui, après la défaite de 18, avaient déjà misé sur l'Allemagne vaincue contre la France. Donc on est quand même dans un... Et pourquoi de Gaulle, lui, est-ce que c'est sa grande erreur d'avoir accepté ce marché commun, d'avoir accepté... finalement, de ne pas d'avoir opposé de résistance à cette technocratie qui ne lui ressemble pas? Alors, il y a tellement de facteurs d'époque qu'il faut mettre dans la balance. Premièrement, ce que j'ai découvert avec le bouquin, et j'ai essayé de le mettre en valeur, c'est qu'il faut comprendre ça, pour moi ça me paraît fondamental, c'est que personne ne comprend vraiment comment juridiquement ça marche. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens sont complètement à l'ouest. Aujourd'hui aussi. Alors, évidemment, mais je vous donne un exemple. Dans les années 60, on invente, la Cour de justice de l'Union européenne invente le concept de primauté. D'accord ? Enfin, les juges européens. La primauté, je veux perdre personne, je sais que ça ennuie tout le monde, les cours de droit, mais c'est très simple. La primauté, c'est le principe qui permet à l'Europe de dire que son droit prime la souveraineté des États. Ça veut dire, en gros, les traités sont supérieurs à notre constitution, à nos lois, etc. C'est la raison d'être du conflit des agriculteurs qui disent les directives, on n'en veut pas. Sauf que l'Europe dit, vous allez tout manger ou rien du tout. C'est très simple. Ce qui se passe dans les années 60, c'est que le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les plus proches conseillers de De Gaulle ne comprennent pas ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est des juges européens. Au fond, ils sont très anonymes. Ils sont là-bas lointains. On ne sait pas trop qui c'est. Au fond, ils se disent, ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le droit n'a pas du tout la puissance qu'il a aujourd'hui. La politique résiste encore. Vous voyez, il y a des gens comme De Gaulle, il y a des gens comme Debré, il y en a d'autres comme ça, mais ils sont encore là, en quelque sorte, et ils tiennent encore le haut du pavé, et ils ne se rendent pas compte du cambriolage, du casse occulte qui se passe dans leur dos, qui sont que les juges se disent « ces politiques nous emmerdent, le général nous emmerde, il est en train de nous dire non, il ne veut pas de fédéralisme, il ne veut pas tout ça. Qu'est-ce que vont faire les juges ?» Et c'est dit noir sur blanc, noir sur blanc. Les juges reconnaissent que les politiques ont trop de pouvoir, que De Gaulle est l'emmerdeur numéro 1, et qu'il s'agit d'inventer des concepts que personne ne connaît trop, d'usiner tout ça par la bande, de fabriquer une façon de passer par derrière pour poursuivre le fédéralisme qui se trouvait dès le départ et dès les années 50 dans la tête de Monnet et surtout dans les premiers écrits de Maurice Lagrange. Ça veut dire que quand Lagrange dit, c'est incroyable, Lagrange dit en 1950, la Cour sera suprême ou non, ça veut dire qu'il faut des juges suprêmes, c'est-à-dire un État fédéral en creux. Dans les années 60, on le met en pratique par divers concepts comme la primauté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gouvernements, même les médias, les journalistes, tout le monde passe à côté. Personne ne se rend compte de la puissance de frappe qui est en train de monter d'une petite bicoque qui se situe dans la résidence Vauban, au fin fond du parc municipal de Luxembourg, où à l'époque, il y a en gros 40 gus qui travaillent dans un coin. C'est les greffiers avec quelques juges, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir. Et Maurice Lagrange était parmi eux. Et Maurice Lagrange était parmi eux. Dans les fin des années 50-60, Monnet a évidemment soutenu Lagrange
pour qu'il figure parmi les premiers membres de la Cour de justice. Oui, alors aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'avec Emmanuel Macron, ils ont le meilleur serviteur de cette philosophie? Parce que, bon, on a un président quand même qui tape du poing sur la table, prend des airs martiaux, etc. Mais quand il parle de souveraineté française, en général, il y a souveraineté européenne dans la phrase qui suit. Gabriel Attal était dans le même moule au moment où les agriculteurs sont venus aux portes de Paris et où il y avait eu ces dialogues. Et on a vu que le Mercosur, finalement, c'est un combat d'arrière-garde, en fait. Vous pensez que la situation aujourd'hui est aggravée par la personnalité du président ou pas? Incontestablement. En fait, ça me vient maintenant, là, en parlant avec vous. On se demande depuis 8 ans qui est Macron avec cette histoire du en même temps, la philosophie du en même temps. La souveraineté européenne, c'est l'incarnation du en même temps macronien. La souveraineté européenne, je sais que j'ai des juristes, des confrères, des gens qui considèrent ça intelligent, peut-être, mais pour moi, c'est l'absurdité en formule. C'est-à-dire qu'on est souverain ou on ne l'est pas. Marie-France Garot disait à l'époque très justement qu'on ne peut pas diviser la souveraineté comme on mange un morceau de gâteau. Vous voyez, c'est tout le gâteau ou rien du tout. Elle avait parfaitement raison pour une raison absolument simple, c'est que on dialogue, on discute. Qu'est-ce que la souveraineté depuis si longtemps? La souveraineté, en droit, c'est très simple, c'est la compétence de la compétence. Ça veut dire que le souverain, il est seul à pouvoir fixer les propres limites de ses compétences. Ça signifie que sur la monnaie, il décide de ce qu'il veut, sur l'immigration, il décide de ce qu'il veut, sur la justice, il décide de ce qu'il veut, et après ça, il passe des traités avec qui il veut, etc., comme il l'entend. Ça s'appelle le souverain. La souveraineté européenne, c'est la contradiction dans les termes. L'Europe n'est pas souveraine, elle essaye de ponctionner la souveraineté des États membres depuis maintenant 75 ans, mais au profit d'une technostructure qui ne peut pas être souveraine. Elle n'a ni peuple, ni langue, ni mémoire, ni substance. Et d'ailleurs, les rares fois où on a tenté de lui dire « À quoi ressembles-tu ?», l'Europe a dit « Je suis rien du tout. Je suis un gloubi-boulga fait de libre circulation. Résultat des courses, je fais des traités avec le monde entier sans vraiment savoir comment je protège les miens, voire je les suicide, puisque je fais entrer des produits, je veux dire, avec la concurrence déloyale démente que ça implique. » Ça veut dire que l'Europe, c'est la contradiction même. Elle ne peut pas être souveraine. Ou alors, si elle l'est, c'est pour la pire des raisons. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron, pour vous répondre clairement, Emmanuel Macron, je dis dans mon livre, c'est l'enfant abattardi et quelque part l'enfant terrible, en fait, de Jean Monnet dont les rêves s'effondrent. C'est-à-dire que Jean Monnet, à la limite, à l'époque, il avait un avantage, c'est qu'il ne voulait surtout pas être élu. C'est un homme de l'ombre. Il détestait d'ailleurs les élus. Il avait une forme de condescendance pour les gens qui jouaient le bas jeu politique, vous voyez. Emmanuel Macron, il a dû le jouer. Il est président de la République, il est depuis 8 ans, il a gagné du temps, il a 10 sous, tout ça. Et finalement, Macron est un Monnet en train de rater. C'est-à-dire que, vu qu'il a pris la lumière, il est obligé d'assumer ce que Jean Monnet faisait dans l'ombre. Et surtout, le temps désormais, à mon sens, démontre que les 75 ans tiennent encore debout. La construction tient debout parce qu'elle est devenue tellement idéologique qu'elle vise à conserver le pouvoir, parce que tout est en train de s'effondrer. À mon avis, le rêve européen est une catastrophe et les gens voient le suicide à heure de grande écoute. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais un ami qui travaillait au Parlement européen à Bruxelles, qui était donc dans l'appareil. Nous avions fait, on va dire, quelques virées nocturnes dans les pubs où il y avait tous les gens qui travaillaient en Europe. On entendait des langues différentes. Mais le statut on va dire, de parlementaire européen ou de personnes travaillant au Parlement était extrêmement valorisé. J'y suis retourné il y a 2 semaines. Je suis retourné pour faire une conférence au Parlement, d'ailleurs, pour montrer un documentaire d'Omerta. Et j'ai été surpris, je suis tombé sur une personne qui travaille là-bas au Parlement et qui m'a dit que ses 2 parents travaillaient, mais qu'ils avaient démissionné. Et elle m'a expliqué qu'aujourd'hui, c'était plus du tout quelque chose de... C'est quelque chose qui est là, mais c'est plus le truc qui a le vent en poupe. Je vous livre ce témoignage. Mais... Il y a une sorte de déconvenue, même à Bruxelles, même au cœur de l'appareil, au sujet de l'avenir de l'Europe, en fait. Complètement, mais ça me fait penser à une chose que j'ai lue en préparant le bouquin, d'ailleurs qui est dans le bouquin, c'est une phrase, c'est une analyse de Jacques Delors. Il semble que Jacques Delors avait, dans les années 80-90, il avait une telle
admiration, une révérence, semble-t-il, pour la commission, Bruxelles, etc., qu'il rêvait que sa fille Martine Aubry le rejoigne à Bruxelles et qu'il était, semble-t-il, presque déçu du fait qu'elle n'embrasse pas une carrière de fonctionnaire européen. Pourquoi ? Parce qu'au fond, vous êtes bien tranquille là-bas, extrêmement bien payé, et vous n'avez pas à subir les foudres de l'élection, de la politique, de toutes ces choses qui sont très complexes à gérer. Donc, je comprends, les privilèges fonctionnent, etc. Ce qui veut dire que 30 ans plus 40 ans plus tard, tout s'est renversé parce que les choses surgissent, les gens le voient. Je vous donne un exemple aussi, je veux dire, c'est délirant parce que tout est en ligne, il suffit de consulter les archives. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé consulter les entretiens de Lagrange, il en a donné quelques-uns, vous les avez jamais sur les grands sites internet, il suffit, mais il faut faire le boulot, d'aller sur les archives Jean Monnet de Lausanne et vous avez tout un entretien à lire, c'est des foules de choses à apprendre. Mais là aussi, dans ces choses accessibles, vous avez les salaires de certains, etc. Et j'ai gardé quelques exemples dans mon bouquin qui m'ont paru délirants. Un commissaire à la retraite peut toucher jusqu'à 11 000 € par mois à vie. Et ça ne tient pas en compte tout ce qu'il a pu avoir de son pays auparavant. 11 000 € pour un commissaire européen. La plupart des commissaires... Oui, c'est le salaire de Thierry Breton, ça. Je veux dire, vous vous rendez compte, 11 000 € à vie après son mandat. Donc le salaire de Thierry Breton, c'est au minimum 11 000 € par mois. C'est au minimum 11 000 €, voilà, parce qu'il a été commissaire. Alors semble-t-il que ça va être un peu moins, mais ça peut aller jusqu'à 11 000 à vie. D'accord. Il y a un autre exemple que je donne dans le bouquin qui me paraît délirant. Un juge français, alors je n'ai pas les grilles indiciaires d'un juge français, mais je suppose qu'il commence à 2 500 €, 2 300, 2 700, ça monte, etc., etc. Un juge de la Cour de justice de l'Union européenne, ça peut s'élever à 300 000 € par an. Donc, imaginez le décalage auquel vous ajoutez voiture de fonction, le chauffeur qui va avec, etc., les indemnités en cascade qu'on a aussi au niveau du Parlement, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Ce qui veut dire que c'est un monde qui fonctionne en vase clos. Mais là où je veux en venir, et je vous assure, c'est là où pour moi le diable se cache dans le détail, et c'est ces détails-là dont on ne parle jamais. Ça, on se dit, ça a déconné, on leur a donné trop, etc. Pas du tout. Jean Monnet a une discussion sur le sujet dès les années 50. La question se pose. Combien est-ce qu'on paye les fonctionnaires européens ? Comment est-ce qu'on fonctionne dans ce système ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et Jean Monnet dit qu'il faut très bien les payer. Et vous savez pourquoi, Régis ? Parce que c'est le prix, il ne dit pas exactement ces termes, mais en gros parce que c'est le prix du déracinement. Ça veut dire que parce que vous faites l'effort, vous Français, de travailler à Bruxelles, il faudrait bien vous payer. Ça veut dire qu'on va volontairement très bien les payer. Michel Debré, à l'époque, le lieutenant du général, dit « mais ça ne va pas, on ne peut pas faire ça ». Évidemment, la bécane européenne va y arriver. Et petit à petit, on a créé volontairement un monde hors sol qui, évidemment, quand vous le rejoignez, vous êtes très heureux de le rejoindre. Ce qui veut dire que quand vous y êtes, vous n'avez aucun intérêt à le quitter parce que vous savez très bien que si vous revenez dans les bases œuvres françaises, vous vivrez beaucoup moins bien que là-bas. Ce qui veut dire, et c'est ça le sens de mon livre, c'est que vous mettez tous ces petits hommes gris sur une même ligne et que vous regardez d'où ils viennent, c'est fascinant. Tous ces juges sont soit un ancien directeur de cabinet, soit l'ami du copain, du machin qu'on a croisé au comité d'action Jean Monnet, soit le directeur de cabinet de quelqu'un qui est lui-même devenu juge européen après avoir été au Conseil d'État, etc., etc. Et ça marche depuis les années 50 jusqu'en 2025. Et là, vous avez une chronologie qui permet d'identifier exactement les leviers, les verrous et la façon de procéder. Incroyable. Alors, il y a aussi le fait que, donc, je reviens sur Ursula von der Leyen, vous avez aussi parlé d'un Allemand, cité un ancien militant nazi. On parle souvent d'ailleurs de ce fond un peu lié à l'Allemagne. L'Allemagne est aussi le moteur de l'Europe. Vous pensez que l'Europe a été faite pour et par l'Allemagne ? Alors que les intérêts allemands soient... L'euro a plutôt servi l'Allemagne. Exactement, que les intérêts allemands soient les premiers intérêts que l'Europe a servi, ça me paraît difficilement discutable. Ensuite, la question qui peut se poser, il y a quelques thèses sur le sujet quand même, est-ce que l'Europe finalement a été créée par des nazis, voilà, techniquement. On sait que le grand-père de Mme von der Leyen, le père même... Je crois que il me semble, oui, c'est ça. Ouais. Alors, la chose qui m'a quand même un peu épouvanté, je sais que dans la vie, tout n'est pas qu'une question de taille et de statistiques, il ne faut peut-être pas déconner, mais tout de même, si on prend les premiers juges de la Cour de justice, je reviens à mes marottes, mais tout de même, je fais un décompte. La première cour de l'histoire, c'est 9 membres, 9. Alors on me dira, à l'époque, on sortait de la guerre, beaucoup de gens étaient compromis, d'accord, mais il s'agit de trouver 9 personnes. C'est pas énorme quand même, on peut trouver 9 personnes. Sur ces 9 personnes, on a Maurice Lagrange,
j'en ai parlé, vichiste, rédacteur du Statut des Juifs. On a un Allemand, Karl Römer, qui était littéralement, il a participé littéralement à l'exploitation de la France par le Troisième Reich. Donc il a été nommé par le Reich pour gérer les biens français au service de l'État. Le STO et tout ça. Il est tout à fait là-dedans. Donc, notamment, une entreprise de parachute française a été exploitée par cet homme qui était plus ou moins l'administrateur de la boîte au service du Reich. On a un Italien qui était, lui, un ancien de la SDN, d'accord, enfin, la SDN à l'époque. Et qu'est-ce qu'il va faire sous la SDN? Il va siphonner, utiliser son poste à la SDN pour servir les intérêts de l'Italie fasciste, de Mussolini. D'accord. Et en fait, je m'arrête là, mais j'en ai 4 sur 9 qui ont un passé extrêmement compromettant. Donc, première remarque, sur 9, 4 sur 9, ça fait la moitié de la cour quand même. Oui. Alors quand on me dit, vous savez, je suis désolé de dire ça, mais faisons le procès de ceux qui font des procès. Aujourd'hui, on vit dans une époque où si vous vous asseyez à côté d'un type qui a un jour dit une connerie il y a 20 ans sur les réseaux sociaux, vous êtes associé par capillarité au pire. On ne peut pas dire que la Cour de justice ait fait le travail pour elle-même voir un peu ce qui s'est produit. Bien sûr. Et dernier élément là-dessus, ça dépasse le cas de l'Allemagne. Si vous allez sur le site de la Cour de justice actuelle, à l'heure où je vous parle, de la Cour de justice de l'Union européenne, ben c'est très simple. Il y a les fiches biographiques de tous ces juges, et sur ces 4 juges-là, vous n'avez rien dit de leur passé en 39-45. Ce qui veut dire que ce procès-là n'a jamais été fait, c'est passé crème. Donc et ils ont été recyclés. Ils ont été recyclés tranquillement, et le pire, c'est qu'à la mort de Lagrange, je vous cite juste une petite formule, je trouve qu'elle est tellement parlante, dans les années 80, d'accord, le président de la Cour de justice, qui connaissait Lagrange, etc., dit que la France n'aurait pas pu trouver un homme plus admirable pour siéger à la Cour de justice. Incroyable. C'est-il pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas finalement une volonté, parce qu'on sent que le parrain américain est derrière, on sait que les Américains ont procédé à des blanchiments, on va dire, d'anciens nazis. Moi, j'avais été surpris, après avoir travaillé sur le massacre d'Oradour, de constater que le chef de la division d'Asreich, qui s'appelait Heinz Lammerding, n'a pas du tout été inquiété ni interrogé pour le procès de 53 qui a eu lieu à Bordeaux, procès très célèbre où le plus haut grade accusé était sergent, donc vous imaginez. Donc toutes les têtes avaient été, on va dire, n'étaient pas inquiétées. Mais Heinz Lammerding vivait à Munich, où il dirigeait, il avait repris une entreprise de bière qu'il avait avant la guerre, vraiment fidèle du Reich. Et pendant le procès, au cas où, par prudence, il serait inquiété, il avait déménagé de Munich, qui était en zone britannique, pour aller en zone américaine. Voilà. Oui. Donc, c'est un petit exemple, mais si vous voulez, on sait que la CIA, à partir du moment où on aidait les États-Unis, notamment contre l'Union soviétique, on était blanchis. Il semble que ça a été au-delà, finalement, tout ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que les Américains ont encouragé ça. Les Américains l'ont encouragé parce que, premièrement, ils ont du coup des juristes aux ordres. Mais c'est le péril rouge aussi, voilà, exact. Alors, il y a d'une part, il ne faut jamais l'oublier, évidemment, il y a le péril communiste, etc., qui, quelque part, arrange beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand vous reprenez toute l'histoire, vous vous rendez compte que très souvent, on sort la carte du péril rouge, même quand, honnêtement, c'est discutable, parce que ça permet de fédérer tout le monde. Ça, c'est clair. D'ailleurs, vous savez, des fois, il y a des moments où vous retrouvez des témoignages où certains se lamentent du fait que le communisme ne soit pas assez virulent parce que la menace n'est pas suffisante pour accélérer le processus de la fédéralisation européenne. D'accord. C'est assez drôle. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a 2-3 moments où on se lamente. Mince. Malheureusement, les bolcheviks ne sont pas assez violents. Vous voyez, c'est assez drôle. Deuxième chose, par-delà cela, ce qui est intéressant, c'est que sur la mainmise américaine et sur le lien avec l'Allemagne, c'est que les Allemands ont des juristes hors pair. C'est-à-dire qu'ils détiennent, ils ne sont pas les seuls, mais Walter Hallstein, par exemple, le fameux premier président de la Commission européenne, c'est un ex-nazi et c'est surtout un... disciple de Carl Schmitt. Il devait bien se connaître. Et je vais vous dire, c'est intéressant ce que vous dites, Régis. C'est qu'on retient Carl Schmitt comme étant le juriste, le Kronjurist, c'est-à-dire le juriste officiel du Troisième Reich. On le répète tout le temps dès qu'il y a une discussion sur lui, alors qu'il a des écrits massifs qui méritent d'être travaillés. Je veux dire que par-delà la question du nazisme, et tous les chercheurs sérieux le remarquent. Par contre, les vrais qui nous ont fabriqué l'Europe derrière, eux, on n'en parle presque jamais. Et dès que vous dites que Walter Hallstein a un passé sulfureux, vous avez encore des historiens aujourd'hui qui agressent le premier venu à dire ça en disant « Non, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est du complotisme, etc. » Ça me rappelle quand on parle d'Azov en Ukraine. Oui. C'est exactement le même truc. Non, mais ils ont changé. Alors que, dernière remise de médaille avec Zelensky, ils avaient un signe...
dont certains ont vu 44. Mais Oui. bon, voilà, Oui. un peu stylisé. Oui. Mais mais ils ont changé. Hein. Oui, Il y en a pas, il y en avait avant, et c'est pas représentatif. Oui, oui. Voilà. Et vous savez, pour faire le lien entre aujourd'hui, entre les années 60, 50 et aujourd'hui, Ouais. ce qui est terrifiant, moi je trouve ça terrifiant, c'est que l'un de ceux qui dans les années 60 avance le projet de fédéralisation le plus violemment, en rêvant, à l'époque, je vous le donne en mille, d'une constitution européenne. Le mot est lâché dans l'hémicycle du Parlement par Walter Hallstein, qui rêve d'une constitution européenne. Et celui qui se dresse, c'est le général de Gaulle. Et là où je fais le lien avec Macron, vous me disiez tout à l'heure, il bande les muscles, il essaye de montrer qu'on va faire quelque chose contre Donald Trump, on va faire la guerre en Ukraine, etc. C'est que de Gaulle est en contentieux avec Hallstein et avec la Commission européenne sur la PAC, la politique agricole commune. Mais la petite particularité, c'est que je raconte l'épisode dans le livre, moi je trouve que tout est dit là, tout, absolument tout, des renoncements, des petites redditions sournoises, etc. de l'ère du temps. De Gaulle apprend à 20h un soir, par 3 de ses ministres, que Hallstein est en train encore plus d'accélérer l'agenda, qui prononce ses termes, qui prend la parole au Parlement, et il a le compte-rendu de ses ministres. Il est 20h. Il fulmine, comme souvent le général de Gaulle, il s'énerve. Et comme il disait à l'époque, les chimères il parlait des chimères de ces européistes dingues. À 4h du matin, il donne l'ordre à tous les fonctionnaires d'Europe de rentrer dardard à Paris. Il ne veut plus personne là-bas. Il commence la chaise vide, la fameuse politique de la chaise vide. Ça veut dire qu'entre 20h et 4h du matin, il a décidé que c'est terminé. Avec Bruxelles, il n'y a plus de discussion. On va maintenant... Là, il dit d'ailleurs, la seule solution, c'est de mettre les partenaires dans l'angoisse. Ça veut dire qu'il veut créer un électrochoc. Aujourd'hui, il est électrochoc. Oui. Je veux dire, les agriculteurs sont dans la rue. Ils crèvent de faim. Techniquement, Emmanuel Macron nous dit, oui, alors le Mercosur, c'est bien, mais c'est plus bien. Avec des années et des années de rodomonta, des hésitations. Et au fond, il n'a strictement rien fait, si ce n'est se mettre du côté des agriculteurs en dernière minute pour ne pas donner le vote de la France. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que si là, il n'avait pas soutenu les agriculteurs, il était menacé par une crise des gilets jaunes bis. Et que là, il y avait potentiellement un problème. Mais il n'a jamais tenté le moindre bras de fer, et tout le reste n'a été que mouliné, et ce qu'on a vu avec Emmanuel Macron depuis 8 ans. Non, puis surtout, il y avait vraiment sur la question des agriculteurs, on parlait aux agriculteurs un jour, et on rappliquait dardard le lendemain, je me souviens, à Bruxelles, pour parler à Madame von der Leyen, rendre compte, quoi. C'était presque... voilà, c'était pas digne d'un chef d'État. Bref, est-ce que finalement, l'irruption sur la scène, ou le retour sur la scène internationale, mais cette fois-ci de façon fracassante de Donald Trump, n'est pas l'élément qui nous met le plus face à notre destin d'Européens, ou en tout cas à nos faiblesses, qui montrent que cette technostructure dont vous parlez, finalement une forme de coquille vide, ne sont que des règles de droit, il n'y a pas vraiment d'âme, qu'il n'y a pas vraiment de volonté des peuples européens de faire ce fédéralisme, et surtout, quand Trump, avec le Groenland, vient nous dire « je vais vous piquer un bout de territoire », on est là, on tremble. Ah oui, complètement. Alors, Trump est plus un révélateur que Poutine même. Parce que Poutine, c'est l'affreux Jojo, il faut lui faire la guerre, il y a danger. Trump, il dit, moi, je suis votre ami, mais je vais vous piquer le Groenland. Trump, il est le révélateur de tellement de nos dysfonctionnements, c'est terrifiant même. Premier élément, c'est que, par-delà le cas vraiment du Groenland, par exemple, évidemment, on va en parler, c'est que Trump, j'entends beaucoup de gens dire, il faut se détacher des États-Unis, c'est le moment... Attendez. Les mêmes ont été norsés par les États-Unis. Exactement. On a vécu 75 ans. Ont été éduqués à l'Amérique. Voilà. Éric Brancard rappelle dans son bouquin que le plan Marshall est une façon pour les Américains de s'acheter un soft power facile. Totalement. Et d'écouler leurs produits. Exactement. On est les dévots du système américain. Et le pire, c'est que toutes nos élites après se sont coulées dans le moule avec un plaisir non dissimulé. On ne va pas faire la liste des young leaders et des gens des dignitaires de la French American Foundation. Je finis mon bouquin d'ailleurs par quelques évocations, pour le coup, de la China Foundation, donc de l'équivalent des Young Global Leaders, mais avec Pékin dans la boucle. On voit le même type de reddition, d'arrangement, c'est logique. C'est terrifiant, mais c'est presque logique. Mais alors, avec l'Europe, ce qui est le révélateur, je pense, c'est que, évidemment, je ne comparerai pas Donald Trump au général de Gaulle. C'est pas ce que je fais. Par contre, ce que je constate, c'est que l'Europe de la technostructure, vu qu'elle ne veut pas d'hommes, parce qu'elle ne veut pas de politique, elle ne veut pas de vraies décisions, elle déteste ce vieux monde fondé sur le coup de force, fondé sur l'alliance, fondé sur le fait que les États
comme disait De Gaulle, n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Tout ce petit monde croyait que ça c'était fini. Je pense que l'Europe a vraiment cru, c'est des idéologues fous furieux pour moi, véritablement. Ils ont cru que la libre circulation, l'ouverture au monde, etc., allait conquérir le monde. Qu'on aurait une espèce d'espace planétaire dans lequel tout le monde se porterait très bien. Et le souci, c'est que leur rêve se fracasse sur un homme qui est physiquement, psychologiquement, évidemment dans le style, dans sa façon de procéder au pouvoir, dans sa façon de procéder, dans les coups de bélier qu'il opère. Un jour, je veux le Groenland, après quid de l'Iran. Vous voyez, c'est toute une façon d'opérer qui leur est totalement étrangère, puisqu'ils ont des hommes aux ordres, globalement depuis le général de Gaulle. Alors, je ne dis pas, les Polonais ont déjà montré des signes réels d'agacement, Viktor Orban gueule en Hongrie, naturellement, Giorgia Meloni, tout en jouant un jeu, à mon avis, assez lourd avec Ursula von der Leyen, elle essaye aussi de prendre... Donc, ils ont quelques petites personnes de figure qui posent problème. Mais Donald Trump est le visage de l'allié qui tout d'un coup dit, dites, ça fait 75 ans que vous êtes mon esclave, maintenant démerdez-vous, parce que c'est littéralement ça ce qu'il fait avec l'Europe. Vous pensez qu'il veut faire sauter l'Union européenne ? Pardon ? Vous pensez qu'il veut arriver à la fin faire exploser l'Union européenne ? Je pense qu'on représente certainement en partie tout ce qu'il déteste. C'est-à-dire, vous savez ce qu'on est finalement, l'Europe est une succursale des démocrates. Une succursale des démocrates, je pense. Donc je pense que pour Trump, l'idéologie démocrate, vous savez, il a dit dans un discours, il n'y a pas si longtemps, Donald Trump, il a dit quelque chose comme « il va falloir refaire ce qu'on n'a pas fait depuis 50 ou 60 ans », quelque chose comme ça, et il s'arrête. Et il dit, non, je crois que c'est 100 ans en fait, qu'il nous faut reprendre. Et je crois qu'en fait, de façon peut-être un peu confuse, et à sa façon à lui, il se dit, il faut reprendre la machine complètement à rebours. D'où sa volonté de remettre en ordre l'administration, d'où le fait de conflits judiciaires, d'où il reprend tout. Et évidemment, pour nous, Européens, et pour surtout les europhiles, les européistes, la technostructure, comme vous dites, il est le cauchemar absolu. Imaginez si en France, quelqu'un vient et dit, dites... tous les vrais maîtres que je décris, tous ces petits maîtres, si on les a vraiment compris, qu'on les a analysés et qu'on arrête de les déifier, mais qu'on se dit qu'il fallait peut-être reprendre le pouvoir, c'est-à-dire commencer à mettre le nez dans ce qui s'appelle l'administration, disons-le aussi, l'État profond, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient peur de perdre leurs privilèges, leurs petits comités, leurs petits cénacles. On le voit, regardez, je prends un exemple pratique aussi d'aujourd'hui. Regardez l'ARCOM. Regardez aujourd'hui la commission de Charles Aloncle. On voit que tous ces gens qui se tiennent en petits cercles sont soumis à une espèce de vent de l'histoire. Donc ils se serrent les coudes. Je suis persuadé que l'Europe aujourd'hui se serre les coudes comme elle peut, à coup de DSA, vous savez, de système de surveillance sur les réseaux sociaux, à coup d'interdiction de plein de choses, à coup de toutes ces réformes, pour moi, que c'est un peu le sauf qui peut, quand même. Assez liberticide, mais ça, c'est le sauf qui peut, parce qu'on a compris que si on ne tient pas très fermement, le vent de l'histoire les balayera. Pourquoi ? Parce que ça fait 75 ans on a conçu une bécane qui ne pouvait pas fonctionner, mais qui a fonctionné grâce à cette espèce d'armée qui a mis en place les cordons et le système qui nous entraîne, à mon sens, dans le mur. Et qui va faire le boulot en France ? Trump, c'est le révélateur. Vous croyez que le RN, qui finalement a donné beaucoup de gages à tout ce système, est à même, s'il prend le pouvoir demain, de changer les choses ? Vous savez, c'est pas une pirouette. J'essaye on me demande, est-ce que tu es pour le Frexit ? Est-ce que tu es pour pour plein de choses comme ça. Je réfléchis, je travaille. En même temps, il y a les souverainistes aussi. Voilà, mais tout ça, c'est très bien. Et je réponds la même chose, et c'est pas pour me répéter, mais je pense que c'est fondamental. Je pense que ce qu'on n'a pas compris, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce sur quoi j'ai travaillé, c'est que, quelle que soit la décision qu'on prendra demain, quel que soit l'homme qui prendra cette décision, s'il n'a pas compris que d'abord, il fallait liquider l'État profond, c'est-à-dire mettre en place les conditions d'une politique, rien ne changera. Je vous donne un exemple précis. On sera toujours esclave des juges. Exactement, je vous donne un exemple, c'est le Brexit. Si vous avez lu les mémoires de Boris Johnson, enfin les mémoires, le dernier bouquin, je crois que c'est plus ou moins une somme de mémoires de sa vie, etc., il y a quelques petites choses intéressantes. On défend le Brexit pas, c'est même pas mon sujet. On comprend en creux qu'une partie de l'État profond britannique n'avait juste pas envie de faire le Brexit. Et a dit à Boris clairement, le Brexit, en fait, on va essayer de l'annuler. C'est-à-dire de renacler à faire le Brexit pour sortir sans sortir. Ce qui demain se passera, quelle que soit la position politique qu'on prenne, quel que soit l'homme qui l'incarnera, s'il décide demain de le faire, je vous assure que c'est vrai, tous les vrais maîtres qui sont extrêmement nombreux, notamment dans le droit, notamment chez les juges, regardez la mise sur orbite
sur abscisse du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, à la Cour de cassation, des juges européens, si vous liquidez pas cet appareil-là, demain, ces gens-là feront le nécessaire pour annuler la décision, qu'elle soit très violente, un peu modérément, parce qu'ils le savent, ils ont trop l'habitude de fonctionner entre eux, ils n'ont plus du tout l'habitude que quelqu'un dise « Non mais attendez, je suis élu, je vais liquider tout ça et ensuite... » on peut recommencer à faire une politique concrète. Je me permettais juste une petite conclusion. Je pense profondément que la nature de la décision dépendra d'abord de ça. Parce que la question de savoir si Frexit ou pas on fait, elle n'est pas importante. Parce qu'en fait, tout en restant dans l'Europe, si un homme dit « j'applique rien », parce que de toute façon, ça c'est que du papier, le droit c'est du papier, qui pourra envoyer Bruxelles pour en réalité nous obliger et nous mettre à l'amende. Il y a pas de... Alors évidemment, on va me dire, il y a les marchés financiers, il y a tout ça, je suis d'accord. Oui, mais si ça renacle et vous dites, non mais attendez, comme disait Staline avec le Vatican, combien de divisions Si quelqu'un a osé commencer comme ça, mais pas à moitié, en disant comme De Gaulle, la chaise vide, c'est maintenant, je vous assure qu'il sera quand même très compliqué de m'expliquer comment ils veulent faire autrement. Alors évidemment, vous prenez votre c'est clair que pour aller dîner en ville, vous savez, j'aime la phrase du général de Gaulle qui disait, perfit, ne m'emmerdez pas avec vos journalistes, de droite comme de gauche. Il disait, tous ces gens-là ne pensent pas à la nation, la seule chose qu'ils veulent, c'est le dîner en ville. Voilà. Si l'homme au pouvoir se fout d'aller dîner en ville, à mon avis, beaucoup de choses deviennent possibles. Et Donald Trump se fout quelque part d'aller dîner en ville. C'est exactement. Ça aussi une de ses forces peut-être. Guylain Benessa, en tout cas, merci pour cette analyse éclairante et ce livre que je recommande vivement. Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Donc c'est au pas de charge et ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et c'est un vrai révélateur sur notre époque. Des choses d'ailleurs qu'on n'a pas appris à l'école. Oui. On nous a appris toujours, je me souviens, moi, c'était l'Union européenne permet que la France et l'Allemagne ne se fassent pas la guerre. Voilà. Oui. Et ça valait excuse pour tout, la courbure des bananes, toutes les bizarreries de cette Europe qu'on a toujours eu, il faut le reconnaître, un peu de mal à aimer. On s'est toujours méfié, mais là, ce que vous nous dites, ce que vous êtes allé chercher dans les archives, que tout ça a été mis au point par des gens qu'on découvre, et donc je recommande votre livre. Voilà, merci Guylain Benessa, merci beaucoup. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez toujours plus nombreux la semaine prochaine pour une autre édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.